Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue au studio de Chiraga sur Qanat al-Qur'an al-Karim dans votre émission en réflexion avec nos collaborateurs, les professeurs Cherif Driss, chercheur en sciences politiques, docteur Messaoud Boujnoun, chargé d'études au Conseil islamique, et professeur Issa Belmekki, chercheur en socio-économie et en anthropologie politique. Nous allons discuter ce soir des mythes fondateurs du sionisme politique. Comment a-t-il été possible de falsifier l'histoire, d'utiliser des mythes théologiques pour permettre à une idéologie politique nationaliste, extrémiste, de justifier une politique expansionniste et spolier les terres d'autres populations? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Messaoud Boujnoun, lorsque Théodore Herzl fonde le sionisme politique à la fin du 19e siècle, il est très vite condamné par les différents rabbins du monde entier qui voient un travestissement de la Torah. C'est vrai qu'après la fameuse réunion de Bâle, en Suisse, en 1897, plus exactement, lorsque fut fondé le mouvement sioniste sous la direction de Théodore Herzl, qui était, soit dit en passant, qui n'était pas un croyant, mais qui était un athée, et d'ailleurs lui-même l'avouait. Il disait pour moi la question juive est une question politique et non pas religieuse. D'où justement, comme vous venez de le dire, l'opposition de la quasi-majorité des rabbins du monde entier à cette création du sionisme. D'ailleurs, juste après la réunion de Bâle, en 1897 aussi, il y avait eu une grande réunion à New York des rabbins américains. Plusieurs centaines de rabbins américains réunis à New York ont condamné en des termes virulents le sionisme en disant que c'est, comme vous l'avez dit, c'est le travestissement et c'est l'antinomie de la religion juive parce que, disent-ils, le sionisme a transformé la religion juive d'une confession spirituelle vers un nationalisme chauvin, et ce qui est en contradiction bien sûr avec la voie du judaïsme. Mais en fait, ça a pris du temps là, pour cette construction en fait, finale de cette idéologie, de ce sionisme politique. Puisque déjà auparavant, un siècle auparavant, ça avait déjà commencé, l'idée a commencé à germer, à se construire avec les différents pogroms qui ont eu lieu en Europe. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des pogroms anti-juifs, notamment en Occident. D'ailleurs, le plus évident. En Russie, avant ça déjà, en Andalousie, en 1492, lors de la chute de l'Andalousie, Grenade, c'était la dernière ville à être occupée. Donc, tous les Juifs ont été massacrés. Oui. Par Isabelle et Ferdinand. L'empereur Ferdinand. Et la plupart d'entre eux, ceux qui ont survécu, se sont réfugiés notamment dans les pays du Maghreb, oui, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et un grand nombre aussi en Turquie, oui, dans l'État ottoman. Et notamment, il y a certaines villes de la Turquie, des villes du littoral où beaucoup de Juifs se sont installés en fuyant les persécutions des
des chrétiens. Et après cela, il y avait eu des massacres aussi en France, en Pologne, d'ailleurs, même, comment il s'appelle, le célèbre philosophe juif Spinoza. Spinoza qui a été exactement Baruch Spinoza qui s'est enfui de son pays, qui a vécu en exil. À cette époque-là, c'était l'époque, bien sûr, de l'obscurantisme en Occident. À chaque fois qu'il y avait, par exemple, une épidémie de typhus ou de... donc voilà, c'était les Juifs qui on étaient... accusait les Juifs. On accusait les Juifs d'être derrière ce fléau, et automatiquement, ils étaient massacrés. Et... ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que les Juifs étaient persécutés, c'est au sein du monde musulman qu'ils se réfugiaient. Oui. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être protégés et reçus amicalement. D'ailleurs, ils le savaient à travers l'histoire. Lorsque Jérusalem a été prise par les croisés, en 1099 de l'ère chrétienne, les chrétiens, les croisés ont massacré les Juifs. Hein. Ça c'est écrit dans les livres de l'histoire. Ils sont réfugiés dans la grande synagogue de Jérusalem et les croisés ont fermé toutes les portes derrière et les ont brûlés vifs dans la synagogue. Et lorsque Salah ad-Din Ayyubi a repris Jérusalem, il a comment dirais-je, il a appelé les Juifs qui vivaient dans les environs à revenir justement à Jérusalem et à reprendre leur quartier. Il y avait même des quartiers à Jérusalem, ce qu'ils appelaient le Hara al-Yahoudiya, au sein même de Jérusalem. L'attitude des rabbins, elle a bien changé depuis. Par rapport à la date de la création du sionisme et un peu plus après, presque tous les rabbins, je dirais presque 90% des rabbins étaient contre la création du sionisme, d'autant plus, comme je l'ai dit, que les fondateurs du sionisme n'étaient pas croyants. Aussi bien Herzl que David Ben Gurion que d'autres, c'était des athées qui ne croyaient ni au judaïsme ni à une autre religion, mais qui avaient justement en tête ce projet d'installer les Juifs mais ils ont changé de position. Dans un foyer, ce qu'ils appelaient le foyer. En Palestine. Ils ont changé de position avec le temps, ces rabbins. Parce que c'est un fait accompli. Oui. Maintenant qu'il y a un État, appelé Israël, une entité sioniste qui est appelée Israël, qui est là. Par le fait de la puissance, de la force. Et plusieurs rabbins, justement, se sont adaptés à cette situation et ont reconnu cet État. Il n'en demeure pas moins qu'il reste quand même des rabbins et des leaders religieux juifs qui sont contre notamment parmi ce qu'on appelle la communauté orthodoxe juive, qui sont contre cet État-là et qui disent que historiquement et religieusement, Dieu pour eux, si on revient au texte juif, Dieu a condamné les Juifs à errer exactement à travers le monde. Jusqu'à la fin des temps. Voilà, et les réunir dans un endroit est une hérésie qui s'oppose au texte religieux. Très bien. Cherif Driss, ensuite, après, il y a cette fameuse lettre
d'Arthur voilà, de Balfour Déclaration de Balfour. La lettre ouverte qu'a envoyée Balfour à Rothschild, où il demande l'aide de la couronne britannique pour l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Et qui a en fait, c'est bon, elle a concrétisé ce déplacement des Juifs vers le ghetto tant... La terre promise. Oui, mais c'était plutôt un ghetto voulu par les Européens. Tout à fait. Il faut dire que, juste une petite digression par rapport à l'histoire, les historiens soutiennent qu'au XVIe siècle, la population juive représentait moins de 2%, tout au plus 1,7%. Chemin faisant, avec le temps, le nombre est arrivé vers la fin du 19e siècle, vers 1890, à 5%. De fait de certaines migrations qui a été forcée et encouragée par les Européens. C'est-à-dire, on peut avoir ça en nombre? Non. Exactement, franchement, je n'ai pas les détails exacts, mais ce que je pourrais dire, c'est que le nombre a augmenté parce que ça a été encouragé par deux facteurs qui convergent plutôt. Le premier, c'est les programmes dont on a parlé la première fois, et même les gouvernements européens de l'époque encourageaient cette migration juive vers la Palestine. Avec le temps, si vous voulez, le nombre a commencé à augmenter. Mais ce qu'il faudrait souligner, si vous voulez, par rapport au sionisme, la quintessence, si vous voulez, du sionisme, elle est laïque et athée. Elle n'est pas biblique, elle n'est pas religieuse, à telle enseigne que même il y avait une mission sioniste qui a été envoyée en Palestine vers 1898, et cette mission a envoyé un télégraphe dans lequel elle disait carrément que finalement cette terre, elle est peuplée. Elle n'est pas une terre vide, il y a un peuplement, il y a les Palestiniens qui y vivent. Mais les sionistes ont sciemment fait, ont délibérément fait, d'escamoter, de ne pas révéler cette vérité. Arrive par la suite, vers la fin du 19e siècle, il y a eu un événement qui est très important, des facteurs exogènes qui sont très importants, qu'on devrait les prendre en considération. C'était l'époque où on commence le vieillissement, si vous voulez, la phase descendante et la chute de l'Empire ottoman. Il y avait des signes, des indices, des marqueurs qui indiquaient que l'Empire ottoman n'est plus aussi puissant. Il commençait, ce qu'on appelle l'homme malade, et qu'il fallait aller vers une redéfinition des cartes, vers un remodelage de la carte de cet espace arabo-musulman, vers l'émergence d'entités autonomes, d'entités indépendantes, opposées, si vous voulez, un empire arabe contre un empire ottoman. Ce qui a constitué le terrain propice pour la propagation du sionisme, les Britanniques, même avec l'aide des Européens, voulant se débarrasser de cette population qui est devenue très encombrante pour des raisons à la fois ethniques, religieuses et financières, donc ils ont vu d'un bon œil l'idée de créer un foyer national pour les Juifs. D'où la lettre de Balfour vers le baron de Rothschild, qui était le secrétaire of Foreign Office, qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères, de dire finalement que Sa Majesté verrait d'un bon œil la création d'un foyer national pour les Juifs. Donc je crois que cette dimension politique a facilité, si vous voulez, et par des calculs stratégiques et des calculs économiques très étroits, ont facilité. Mais il y a un aspect fondamental que j'aimerais évoquer, si vous me permettez, c'est que comment ce sionisme on est venu à se développer, à se propager, et comment, si vous voulez, un pan très important de la société juive, notamment les rabbins, en sont venus à être convaincus. Il faut savoir que le sionisme s'est développé davantage par le fait, si vous voulez, d'une frange laïque et de gauche. Après l'usurpation de la Palestine en 1948, la gauche, c'est elle qui en était l'initiatrice et l'architecte de ce foyer sioniste. Ben Gurion avait un projet fondamental d'enracinement et d'ancrage du sionisme au sein de la société juive. Comment cela s'est passé? Cela s'est passé par la création, si vous voulez, la production d'un récit historique qui viendrait en appui, en renfort à cette idéologie sioniste. Le premier élément cardinal de cette stratégie, c'était la refonte des manuels scolaires, l'enseignement scolaire qui était très important. Ça passe toujours par l'éducation. Tout à fait. En 1949, la nouvelle politique d'éducation nationale, c'est la première des choses, c'est d'essayer d'unifier les différents segments. L'enseignement laïque, l'enseignement religieux, à travers les différentes familles idéologiques et politiques. Par la suite, et de la générale de l'enseignement des enfants de 5 à 13 ans. En 1953,
Ce projet de nouveau manuel scolaire, de ce qu'on appelle projet d'enseignement, a commencé à prendre forme. Deux déclinaisons fondamentales, deux marqueurs fondamentaux. Le premier, c'est de concilier entre deux concepts, le Moldet, la patrie, et le Galout, ce qu'on appelle la diaspora, l'exil. C'est de dire finalement, de réconcilier les Juifs avec, la notion de la patrie, de dire finalement, ce récit biblique qui dit qu'on est un peuple d'errants, on est un peuple dont la destinée de ne pas de sédentariser sur un territoire géographique, mais plutôt de se disperser à travers le monde, doit être revisité. Deuxième élément, c'est de dire la notion du retour. Ce qu'ils appellent, eux, ce qu'on appelle le sionisme de rupture. C'est-à-dire rupture avec cette idée que les Juifs sont un peuple d'errants. Au contraire, l'État juif existait, l'État d'Israël, sur une terre qui existe, qui a été annoncée dans la Bible. Deuxième élément de rupture, c'est cette notion, ce qu'on appelle de retour, de galoute. Ce n'est pas un peuple diasporique, ce n'est pas un peuple condamné à vivre en errance à travers l'histoire et à travers les contrées du monde, mais c'est un peuple qui est destiné à s'établir dans une contrée. Donc cette conciliation entre deux, ce qu'on appelle le Moldet qui est la patrie et le Galout qui est la diaspora, le retour, constitue ce qu'ils appellent, eux, l'histoire monolithique, dont l'architecte n'est que l'intellectuel Ben Dilsour, qui en 1963, ministre de l'Éducation nationale, a voulu être l'architecte de ce système éducatif, lequel système éducatif était imbibé par des référents bibliques, mais à des fins de relégitimation du sionisme. Ce qui a convaincu beaucoup à adhérer, indépendamment de la résistance de certains rabbins. Donc, si vous voulez, et là, l'élément fondamental, j'ajouterai le troisième élément qui a conforté ce sionisme, c'est un élément à la fois racial et ethnique, les Ashkénazes, qui sont devenus d'Europe orientale, qui constituent, si vous voulez, l'élite sioniste, l'élite de gauche. C'est elle qui a contribué à produire ce récit historique, ce récit qui s'appelle ce qu'on appelle le sionisme de rupture. Peut-être par la suite, on en reviendra par la suite, comment le sionisme s'est renforcé avec la deuxième rupture qui s'est opérée avec la venue de la droite, avec Menahem Begin en 1977, et comment ils ont, si vous voulez, arrivé à créer un nouveau récit de la Shoah et d'aller vers ce qu'on appelle une société pluraliste. Et d'où justement cette idée de restaurer le temple de Salomon. Disons Oui. que voilà, donc il y avait déjà une existence juive avant la venue de l'islam et du christianisme. Et il faut restaurer Sur justement. place, oui. Pardon, En juste un Palestine, mot, oui. justement. Ce qui est intéressant, c'est que l'élite dirigeante, comme je l'ai dit, Ben Gurion et Ben Itzur, le ministre de l'Éducation et autres, c'était des élites de gauche, foncièrement laïques. Mais ceux-là ne les ont pas empêchés comme étant foncièrement laïques de gauche et imbibés et convaincus du projet sioniste qui est un sionisme national communautaire, c'est un projet politique, mais cela ne les a pas empêchés d'utiliser la référence biblique, de dire finalement le foyer juif, l'État juif existait avec une terre d'Israël qui existait auparavant. Alors justement, professeur Belmeki, je voudrais d'abord qu'on parle de cette question d'errance. Parce que tout est basé sur ça, sur cette question d'errance. Est-ce que déjà l'errance elle-même n'est pas un mythe? Pourquoi ça aide en fait ce sionisme politique qui s'est basé sur la question d'errance, alors qu'il est laïque, que l'idéologie est laïque, sur cette question d'errance, dire que ce peuple a toujours erré, alors qu'il n'a pas toujours erré. Non, il n'a pas été condamné à errer, il n'a pas erré, puisque ce peuple n'est pas juif. Alors il y a les peuples musulmans, il y a des peuples chrétiens, mais ce sont des, je ne sais pas moi, des Arabes chrétiens, ou des Arabes juifs, ou des Arabes musulmans, ou des Andalos musulmans, ou aujourd'hui il y a des Américains musulmans, des Américains chrétiens. C'est-à-dire qu'on se base là sur l'aspect religieux de cette population au lieu pour justifier ce premier mythe qui est le mythe de l'errance. Et donc il fallait leur donner un pays où ils pourraient s'établir. Pourquoi faudrait-il leur donner un pays Puisque à la base ils ont déjà des pays. Qui n'est pas le leur. Absolument. Question qui... Un mythe est un mythe. Ostora, khorafa. Un mythe est un mythe. Même s'il est fondateur, il faut le déconstruire.
Bon, on parle de juifs. Qui sont les juifs? Aujourd'hui, qui sont les juifs? Eh bien, les chiffres sont un petit peu contradictoires, mais il y a entre 20 et 25 millions de juifs de par le monde. C'est-à-dire c'est 0,00% de l'humanité. Alors comment se partage entre guillemets, ce peuple juif? Parce que l'un des mythes qu'il faut déconstruire, c'est le mythe du peuple juif. Et ça, il y a des juifs ashkénazes qui déconstruisent ce mythe, comme Shlomo Sant, l'invention du peuple juif. Il y a des juifs, des universitaires, à l'université de Tel Aviv, qui déconstruisent ce mythe. Ils disent qu'il n'y a pas de peuple juif, parce que le judaïsme est une appartenance confessionnelle, religieuse, et peuple, ça veut dire autre chose. Absolument. Bon, on peut créer des ethnies autour d'une langue, autour d'une race, autour d'une religion, mais ça, c'est le sens large de l'ethnie. Mais il n'y a pas de peuple juif. Comme il n'y a pas de terre promise, c'est un autre mythe à déconstruire. Comme il n'y a pas comme l'a dit Ben Gurion, la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Oui. C'est ça les mythes à déconstruire. Alors ces juifs, qui sont-ils? Eh bien, sur les 20 millions de juifs de par le monde, il y en a 98% qui sont des Ashkénazes, donc des Européens, qui n'ont rien à voir avec Ben Israël. Parce que Ben Israël, c'est qui? C'est les descendants d'Israël, c'est Yacoub. Les descendants d'Israël. Ben Israël, ce n'est pas synonyme de juif. Et ça, c'est des erreurs épistémologiques que nous-mêmes... C'est les 12 tribus les 12 tribus. Oui, c'est une descendance. C'est une descendance. 12 سبط ذرية يعقوب عليه السلام منهم يوسف وأخوه بنيامين et les autres. C'est une descendance, c'est une généalogie qui n'est en aucun cas synonyme de judaïsme. Absolument. Ça, c'est un point. Alors, les 2% qui restent sont des Arabes de confession judaïque. Ces Arabes, ces judéo-arabes, ils les appellent les séfarades, Safarda. Qui ont toujours eu des pays. Ils ont toujours été chez eux. Oui. Absolument. Dans les pays arabes, c'est des Arabes de confession judaïque. Les séfarades ou les ashkénazes ont toujours eu un pays, une terre où ils vivaient. Par exemple, ce qu'a dit Ben Gurion, la Palestine étant une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Regardez un peu les nations qui sont les ancêtres des Palestiniens. C'est les 7 nations de Canaan. Canaan, la terre de Canaan. Ça n'a rien à voir avec Canaan, fils d'un tel. Ard Canaan, dans l'Antiquité, c'est l'actuelle Palestine, plus un bout de Liban, etc. Alors, ces 7 nations de Canaan, qui sont les ancêtres des Palestiniens, il y a les Amorites, les Canaanites, les Gigashites, les Hittites, les Hivites, les Jébusites et les Périzites. Et les Araméens? Non, ils sont plus tardifs. Par exemple, les Jébusites, les Yabousioun. Mais c'est eux qui ont construit, qui ont fondé le Quds. Ils l'ont appelé Yaboust. Il y a les arcanes de l'histoire, il faut lire l'histoire. Il ne faut pas se laisser entraîner par la mythologie, les histoires de... L'histoire est claire. La Palestine a toujours été peuplée par les 7 nations de Canaan. Et parmi ces nations de Canaan, il y avait les Jébusites, les Yabousioun. Et c'est eux qui ont construit, qui ont fondé la ville d'Al-Quds et ils l'ont appelée Yaboust. Ça remonte à presque 4000 ans. C'est des sémites, là. Oui, bien sûr. Bien Donc sûr. là, on vient de parler de 2 mythes. Le premier, c'est celui de l'errance. Oui. Le peuple. D'abord, il On n'y y a pas arrive, de peuple. on y arrive. allez-y. Les Juifs. Donc nous avons 98% de Khazars. Il n'y a pas de peuple juif. De oui. Khazars. Moi, je les appelle les judéo-Khazars. La Khazarie historique, c'est 5 ou 6 pays actuels. C'est une partie de la Russie, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, le Caucase. C'est ça la Khazarie historique. Et le roi Boulan de la Khazarie historique, a converti ces peuples au judaïsme. Quand? Au 8e siècle après Jésus-Christ.
ils ne sont juifs qu'à partir du 8e siècle après Jésus-Christ. Comment ces gens-là peuvent-ils prétendre à la Palestine? Comment peuvent-ils prétendre être les descendants de Jacob? Ce n'est pas des Banu Israël, c'est des Ashkénazes qui parlaient le Yiddish, c'est un dialecte germanique, qui étaient des Européens, des Ajam. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en Palestine? C'est ça la question à se poser, c'est ça le mythe à déconstruire. Alors les 2% de Juifs qui restent, les Séfarades, sont des Arabes, des Judéo-Arabes. Parmi eux, il y a les Samaritains de Naplouse, les Samirion. Et ils ne se considèrent pas comme juifs, il y a aussi les Juifs d'Éthiopie, comment ils s'appellent déjà? Les Falachas. Les Falachas. Les Falachas. Bon, ils avaient un pays. Voilà les manipulations. Par exemple, les Falachas, qui sont des Africains, des Sémites. Oui. Les Éthiopiens sont des Sémites, des Hamites, pardon, des Hamites. Ils ont créé un autre mythe, comme quoi les Falachas sont les descendants de Salomon et la reine de Saba. Là, alors ils ont fait un gros mensonge. La reine de Saba était Habashia, ce qui est faux. La reine de Saba était la reine de Himyarit, Harb Ariba. Alors, ils montent, ils travestissent l'histoire. Les Falachas, des Juifs, parce qu'ils descendent de Salomon et de la reine de Saba, hop, on les emmène en Palestine. Pourquoi? La Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est ça le raisonnement à déconstruire. Oui. Alors, autre chose, le judaïsme dont on parle actuellement, le judaïsme, il a été établi quand exactement? Historiquement. Hein. Je dis historiquement parce que je défie quiconque de m'emmener un texte ancien qui parle de juifs et de judaïsme avant le royaume de Josias, avant le 7e siècle, avant Jésus-Christ. Le judaïsme a été établi au 7e siècle avant Jésus-Christ en Judée. C'est la province éponyme de cette religion. Donc on crée une religion dans une province, la Judée, et on l'appelle le judaïsme. Mais ça a été établi au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire 5 siècles après Moïse et 3 ou 4 siècles après David et Salomon, qui n'étaient donc pas des Juifs. Donc, un autre mythe à déconstruire, la judaïsation avec effet rétroactif de toute une lignée. C'est un hold-up de 4000 ans d'histoire. Aujourd'hui, c'est 4000 ans d'histoire qui ont été confisqués. D'Abraham. Il s'attribue même à Abraham, justement. Oui, oui. Sinon, Abraham était un Chaldéen. Il est venu d'entre la Mésopotamie. La Mésopotamie. Il parlait le chaldéen. Il s'est établi en terre de Canaan. Où est le problème? Mais ça ne veut pas dire qu'il était juif. Ça ne veut pas dire que Sayyidina Moussa alayhi salam était juif. C'était un Égyptien. D'ailleurs, même dans leur texte sacré, leur Dieu interpelle Sayyidina Moussa alayhi salam, il dit Moïse l'Égyptien. Pourquoi? Parce que Banu Israël, les 12 asbat qu'a cité Ustad Shelf Idriss, les descendants de Sayyidina Yaqub, ils ont vécu en Égypte de l'époque des Hittites jusqu'à Ramsès II, 6 siècles. C'est des Égyptiens. Ce n'est ni des Palestiniens, ni des Khazariens, ni des Khazars. C'est des Égyptiens, Banu Israël. Et des restes de ces Banu Israël se trouvent au Moyen-Orient. L'une des épouses du prophète, Sayyida Safiya, Bani Nadir, descend de Haroun, le frère de Sayyidina Moussa. Oui, c'est une descendante. Donc, d'abord, il ne faut pas confondre entre Banu Israël et les Yahoud. Les Yahoud, sont les adeptes d'une religion qui a été établie au 7e siècle avant Jésus-Christ en Judée sous le règne du roi Josias. Les Juifs ashkénazes, les Khazars, les Judéo-Khazars, ont embrassé le judaïsme au 8e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 15 siècles après l'établissement du judaïsme. Et maintenant, ils viennent sur leurs grands pieds comme ça, ils prennent la Palestine, le peuple errant. Mais le peuple errant, et si vous permettez, il y a une petite déclaration justement de Moshe Dayan, l'ancien ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans une interview, je pense au Jérusalem Post, si l'on possède le livre de la Bible, si l'on se considère comme le peuple de la Bible, on devrait posséder toutes les terres bibliques. Donc toutes les terres qui sont citées dans la Bible, les Juifs en ont droit.
Oui, mais la Bible. Alors, la Bible. Alors, de Moyen-Orient. l'Euphrate, comment ils disent, c'est tout le Moyen-Orient, Moyen-Orient. absolument, tout le Moyen-Orient. Alors, il n'y a pas. Il n'y a pas de peuple Il n'y a pas de peuple juif dans le Il n'y a sens pas de peuple homogène. juif. Il n'y a pas de terre promise. Il n'y a pas de peuple juif dans le sens homogénéisation. C'est-à-dire qu'il y a des Ashkénazes qui vivent en Europe, etc. Il y a des Séfarades, ethniquement, bien sûr. Voilà. Il y a Ils n'ont des rien à voir Arabes, avec le- il y a des Africains. C'est ça. Donc, il n'y a pas de peuple juif dans le sens entité Mais il y avait même homogène, des Arabes unique. juifs. Absolument. Comme Il n'y a pas- Banu Nadir, Banu Qaynuqa, il n'y a Banu pas de Qurayza. mythe, il n'y a pas de mythe d'errance. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple sans terre. Tous ces juifs, qu'ils soient Ashkénazes, Falachas, Séfarades, etc., ils ont toujours eu une terre. Ah oui. Ils ont toujours eu un endroit où vivre. Absolument. Ils étaient toujours enracinés quelque part dans le monde. Il n'y a pas de terre sans peuple. La terre, la Palestine, appartenait bien à cette tribu déjà. Un peuple, il y avait un peuple qui Il y a un peuple composite Absolument. qui descend de 7 nations. Absolument. Elles sont enregistrées dans l'histoire. C'était des Cananéens. On parle souvent de Berbères. Les Berbères, c'est des Cananéens. Oui. Et n'oublions pas qu'il y a une ville à côté de Batna qui s'appelle Yabous. C'est le premier nom d'Al-Quds. Comme les Anglais ont construit New York, la Nouvelle-York aux États-Unis, parce qu'ils sont partis de la York, qui se trouve dans les îles britanniques, et bien les Jébuséens qui ont émigré ici, qui sont déplacés ici, ont construit une ville en l'honneur et en hommage et en souvenir de leur Yaboust. Ils l'ont appelé Donc Yaboust. finalement, toute leur histoire, elle est faite de mensonges, de mythes. travestissement. De Alors, mythes et de pardon, mensonges. ces Cananéens, ces Cananéens ont toujours vécu en Palestine. La Palestine n'a jamais été vide de gens. Mais comment diable ont-ils pu faire passer ce mythe à une humanité entière? C'est ça la question qui doit se poser. Les médias. Pas seulement les médias, la politique. Regardez un peu les médias d'une façon générale. Regardez un peu cette chronologie. Parce que, on parle de sionisme aussi. C'est quoi le sionisme? C'est une idéologie politique, parce qu'il n'y a pas de sionisme politique. Le sionisme est une idéologie politique. Il n'y a pas politique, religieux. Oui. C'est l'idéologie du retour à Sion. Sion, il y a Jabal Sayoun. oui. Sayoun. Le Monsir, Alors, c'est le Monsir. cette idéologie donne le droit à n'importe quel juif sur terre de revenir à Sion. Le droit au retour, ils appellent ça le droit De au revenir retour. à Sion. Voilà. Comme si un jour ses ancêtres l'avaient quitté. Les Ashkénazes, je regrette, les Judéo-Khazars n'ont jamais quitté, n'ont jamais vécu en Palestine, n'ont jamais quitté la Palestine. Ils ont toujours été des Européens. Même si on veut revenir à l'histoire biblique, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et lorsqu'ils sont arrivés, Qui je parle du peuple juif, comme Ben, ils le pas de disent. peuple juif. Au moment de l'Exode. Bien sûr, de l'Exode, Ce n'était bien pas sûr. les Juifs. Le mot juif n'existait n'existait pas. pas, Il n'y avait absolument. pas de judaïsme. Les fils C'était d'Israël. Benu Israël. Les fils d'Israël. Banu Israël, la Lorsqu'ils étaient descendance de sortis Jacob. d'Égypte, les fils d'Israël, Et ils sont c'était des arrivés. Égyptiens. Et ils avaient déjà trouvé une population sur place. Bien sûr. Et l'histoire le raconte. Bien sûr. Ah Et l'errance dont vous parlez, dans notre tradition musulmane, c'était 40 ans, c'est tout. C'était pas indéfiniment. Mais libre à eux de croire ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Banu Israël, pas les Juifs, les Banu Israël ont vécu dans le delta du Nil, Excusez-moi, c'est-à-dire... lorsque vous dites 40 ans, en islam, ça n'existe pas. Dans le Coran, ça n'existe pas. Non, Il n'y a pas cette pas dans le histoire. Coran, mais dans les hadiths. Non, le Coran Dans les ne donne hadiths. pas c'est de- une c'est إسرائيليات الأثر. Ah oui, ah oui. لا لا oui. ولكن 40 mais سنة. c'est une إسرائيلية. Non, non, C'est un non. hadith حكم عليهم israélite. Ce حكم n'est عليهم pas- بالتيه 40 سنة في سيناء. ومن بعد Non, mais il n'y a rien qui le prouve. d'officiel dans... Bon, là C'est n'est tout. pas la question. Le vrai problème pour déconstruire Ça ce aussi, mythe... c'est un mythe. Oui. Oui, pour déconstruire ce mythe... Comme le mythe du peuple élu de Dieu, comme Justement, alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Sidna Yusuf alayhi salam, vous connaissez son histoire, elle est dans Sourate Yusuf. Il s'est retrouvé dans le delta du Nil, ce qu'on appelait la basse Égypte, sous le règne des Hyksos, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ.
il a demandé à ses frères de le rejoindre avec leurs parents, Yaqub et sa femme. Ils sont restés là-bas avec leur descendance jusqu'à l'époque de Siti Ier et Ramsès II. 6 siècles, c'est des Égyptiens. Et puis alors cet exode, ce n'était pas une terre promise. Ils ont eu l'autorisation de quitter l'Égypte parce qu'ils y étaient opprimés. Oui, ils étaient persécutés. Alors, ils sont allés où quand ils ont traversé la mer Rouge? Ils sont allés au Sinaï. Et le Sinaï, à cette époque, faisait partie de l'Égypte. Oui. De Ramsès II. Où est le problème? Dans ce cas-là, pourquoi il y a eu le choc? Le mythe de l'errance n'existe pas. Ils ont été déstabilisés. D'ailleurs, c'est les rois prophètes, les prophètes rois, Daoud ou Suleiman, qui les ont établis et qui leur ont donné une forme de gouvernance. Mais il s'agissait de Benu Israël, pas des Juifs. Les Juifs n'existaient pas encore. Le judaïsme n'était pas encore établi. Il faut respecter la chronologie. Et c'est pour ça que quand on fait des anachronismes, on s'en sort Israël. plus. C'est les fils d'Israël. C'est un jeu avec l'histoire Voilà, et la religion. Excusez-moi, mais pourquoi alors le choix de la Palestine? Bon, le choix de la Palestine, pour une multitude de raisons. Bon, pour des raisons historiques, parce qu'il y a le référent... Est-ce qu'il n'y avait pas, excusez-moi, parce que, en fait, qui est-ce qui a choisi cette terre-là? C'est la Palestine. C'est le colonialisme européen. C'est le colonialisme européen qui l'a choisi en définitive. Ils ont essayé d'éloigner le plus possible cette population qui ne désirait pas avoir tout près de chez eux. Si vous permettez juste une minute, docteur. Avant, il était question de Madagascar. L'Ouganda, l'île de Madagascar était justement choisie pour... Le plus loin possible de l'Europe. Si vous permettez, avant de... il y a une petite chronologie pour éviter les anachronismes à respecter. D'abord, le sionisme est une hérésie dans le judaïsme, comme l'a dit Roger Garaudy. C'est une hérésie, bid'a. Sahiyoniya bid'a fi diyana al-yahudi. Alors, la chronologie. Cette idéologie est l'œuvre de l'écrivain hongrois Theodor Herzl, hongrois, pas palestinien. C'est lui qui a fondé, c'est lui le fondateur doctrinaire du sionisme. C'était en 1896. Quand est-ce que le sionisme, en tant qu'idéologie politique, a été consacré? Une année après, dans le congrès de Bâle, 1897. Alors, il y a tout un plan qui s'est mis en branle. Création du Fonds national juif pour le rachat, entre guillemets, de terres en Palestine, en 1901. La faute un peu à la bourgeoisie arabe de l'époque. Le plan sioniste de Theodor Herzl pour le Moyen-Orient. Il y a un livre là-dessus. The Zionist Plan for the Middle East. Israël Shahak et Theodor Herzl. Il y a un plan pour ça. Voilà le Grand Israël. C'est planifié. Le rapport que j'ai cité la semaine dernière, Campbell Bannerman, Premier ministre britannique en 1907, c'est lui qui a demandé l'implantation d'un corps étranger au cœur du monde arabe pour séparer ces deux ailes, wings, il a parlé de wings, les deux ailes, l'aile à l'est du Nil et l'aile à l'ouest du Nil. Ils ont implanté un corps étranger et c'est l'entité sioniste. L'accord secret Sykes-Picot, que tout le monde connaît, c'est le véritable moteur du démembrement du Moyen-Orient. C'était en 1916. Donc il y a une chronologie, une avancée comme ça dans les faits. La déclaration Balfour, juste une année après, de 1917. La colonisation du peuple, de peuplement clandestine de la Palestine durant les années 30, donc sous le mandat britannique. Oui, à travers les kibbutz. Oui, alors, la Nakba, l'exode, déplacement des Palestiniens sous les armes des Anglais. Ici, par exemple, c'est de la ville d'Acre. Ils les ont déplacés en mai 1948. Voilà les bateaux pleins de Palestiniens. Ils les ont carrément jetés à la mer. Et puis la terreur, Ben Gurion. Voilà ce qu'il écrit dans une lettre à son fils en 1937, donc les années 30. Nous expulserons les Arabes et prendrons leur place. Dans chaque attaque, ce sera une
un blow, un coup décisif qui sera qui aboutira à la destruction de maisons, donc de villages, et l'expulsion de leur population. Ça, c'est Ben Gourion qui l'a écrit à son fils dans une lettre. Alors, le terrorisme. Voilà 3 jeunes sionistes qui expulsent des Palestiniens de leur maison. Les années 30. Des femmes russes dans un kibbutz militaire. Donc il y avait un terrorisme avant 1948, avant la partition de la Palestine. Des Palestiniens résistants, hommes et femmes, en les années 30, en 1936 exactement. Donc il y avait une résistance que l'histoire a camouflée, occultée, pour dire que cette terre appartient aux Juifs et ils ne l'ont pas prise par la force. Il y a aussi l'assassinat du comte Bernadotte, il faut pas l'oublier. Hein, alors, à l'ombre des Britanniques et de milices secrètes, paramilitaires, terroristes juifs, Ashkenaz, l'Irgun et le Haganah. Et ce sont les ancêtres de Tsahal. Ils ont été créés en 1935. Le plan de 2 millions. On falsifie l'histoire en disant que les juifs séfarades, les judéo-arabes, ont fui leur pays parce que les arabes, les musulmans, les ont expulsés. Il y a des pogroms. Jamais. C'est le plan de 2 millions. Déplacement forcé de 2 millions de séfarades vers la Palestine. Ben Gourion. C'est en 1944, donc un transfert en plus des judéo-khazars de l'Europe, de judéo-arabes, donc de séfarades, en Palestine, entre 1944 et 1945. C'est un véritable nettoyage ethnique. Et après, ils viennent dire, voilà, les musulmans ont commis des pogroms contre les juifs. Alors, pas du tout, il y avait un accord entre, Ben Gourion et le roi du Maroc pour les différentes alliances. Oui. Le roi du Maroc, Mohamed El Khams, rahimahullah, un jour, un journaliste lui a demandé combien il avait de juifs dans son royaume. Il lui a dit, monsieur, on n'a pas de juifs dans le royaume. Nous avons des citoyens, des sujets marocains. Absolument. Pas de juifs. Les Marocains sont les Marocains. Musulmans, chrétiens, juifs, c'est des Marocains. Nous avons des sujets marocains. Tout à fait. Parce qu'il a compris l'astuce. Le plan d'Israël Shahak et de Rabbi Fishman pour le Moyen-Orient, en 1947. La partition unique donc, de la Palestine par l'ONU et la Société des Nations en 1947-48, les conflits programmés de 1967 et 1973, les décisions illégitimes de Trump en 2018-2019 qui compliquent l'avenir d'Al-Quds et du Golan, etc. Donc c'est un plan qui est en train d'avancer, d'être concrétisé. Tout ça, toute cette mythologie, toutes ces histoires à dormir debout, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. C'est un plan. Ça y est, aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin d'ailleurs. Et pourquoi, un détail, pourquoi ils disent les Juifs et les Arabes? Pourquoi ils ne disent pas les Juifs et les musulmans? Ils devraient dire les Juifs et les musulmans. Pourquoi ils disent les Arabes? Parce que parmi les Arabes, il y a aussi des chrétiens. Voilà un restaurant qui appartient à une famille chrétienne, c'est les Qusay de Al-Makhrour, Beit Jala, Beit Lahm, à Bethléem. Ils ont été expulsés. Voilà leur maison. 2 jours après, voilà ce qui en reste. C'était chrétien. Nous avons les villages rasés chrétiens, dont celui de Bahram. Les sionistes ont tué, ont nettoyé ethniquement 100 000 chrétiens palestiniens. Ils ont rasé plus de 80 villages chrétiens. Ils ont détruit plus de 90 églises qui étaient là depuis Jésus, le fils de Marie. C'est pour ça qu'ils disent les Arabes, ils ne disent pas les musulmans. Parce que les Arabes peuvent être musulmans comme ils peuvent être chrétiens. Donc le problème du sionisme, c'est un problème qui découle directement de ce congrès de 1907. C'est un plan de colonisation massive et les judéo-khazars étaient preneurs. Oui, Cherif Driss. C'est vrai que c'est une vérité historique, c'est une constante dans l'idéologie sioniste, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit le professeur Benmki.
Mais je pense qu'il est important pour que nos téléspectateurs nous comprennent, il y a des subtilités, c'est-à-dire que ce sionisme n'opère pas, n'évolue pas en creux. Comme tout à l'heure, dans le prolongement de ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au mythe fondateur, nous avons parlé du mythe de la patrie et du retour. Il y a deux autres mythes. Le premier, c'est le mythe du faible, de la minorité. Ah oui. Ça, c'est très important parce Israël, toujours Oui, un pays qu'il faut secourir. non, c'est-à-dire que le faible, mais qui peut survivre. L'expression la C'est plus bien d'être parlante. faible avec plus de 200 ogives nucléaires. Non, non, justement. magnifique. C'est-à-dire que le récit, ce qu'on appelle, qui irrigue, si vous voulez, cette idéologie sioniste, il a différentes déclinaisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux autres qui me semblent très importantes. Le premier, c'est la notion du faible, le petit, la minorité. David contre Goliath. La victimisation. On en arrive à la victimisation, justement. Ça, c'est un élément très important qui a été, si vous voulez, érigé en dogme, érigé au moment, pas au moment fondateur, mais comme référentiel très important, et qui a façonné, si vous voulez, l'identité au sein d'Israël, dans les manuels scolaires, et même dans le récit médiatique, dans la littérature, et même dans le cinéma. Soit cinéma israélien ou cinéma hollywoodien, il faut le dire. Le deuxième élément qui vient en appoint, c'est la victimisation, le peuple victime. On a parlé tout à l'heure de l'errance, qui a été utilisée à outrance et dont on a fait, si vous voulez, un récit, mais on parle de la Shoah. Cette victimisation, si vous voulez, cette institutionnalisation de la victimisation est apparue notamment à partir de 1977, vers le milieu des années 70, quand la droite est venue au pouvoir avec Menahem Begin. En 1977, quand la droite est venue en appoint avec son alliance avec l'extrême droite, si vous voulez, la droite religieuse, il y a eu cette idée, dans le discours politique et dans le discours médiatique, de décomplexer les Israéliens et les Juifs par rapport à la Shoah. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dorénavant, il ne faut pas avoir honte de cette Shoah. Il faut au contraire la rentabiliser, la capitaliser, et on en fait un moyen, si vous voulez, une ressource de force pour les Israéliens. Donc, le récit a commencé à opérer, les manuels scolaires ont été revisités, et ce qui a conforté, si vous voulez, c'est l'ouverture, ce qu'ils appellent, eux, la démocratie pluraliste, avec le mouvement de migration, ce qu'ils appellent l'élément non ashkénaze, les séfarades et les falachas. Ce qui s'est passé à cette époque, ce qu'ils appellent la révolte de la seconde Israël. Les séfarades, qui sont révélés contre ce dogme qui a été érigé par l'élite européenne ashkénaze, et qui c'est elle à qui on reproche, si vous voulez, l'idée de ne pas mettre de l'avant l'idée de la Shoah, mais au contraire qu'il fallait décomplexer les Israéliens et les Juifs vis-à-vis de la Shoah et l'utiliser comme un élément, comme un ciment national, et comme un élément, si vous voulez, de relégitimation à l'échelle mondiale. Donc, si vous voulez, ce dogme, ce référentiel, c'est lui qui a permis au sionisme de se régénérer. Il n'a pas évolué cette idéologie qui a essuyé un rejet de la part des Juifs orthodoxes, de la part de ce qu'on appelle du consistoire mondial juif. Dans certains cas, ils ont refusé l'idée d'un foyer national pour les Juifs. Donc le sionisme comme idéologie, il lui a fallu faire preuve d'ingéniosité et utiliser tous les éléments tels que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de patrie, la notion de l'errance, la notion du faible, du petit par rapport au faible, petit, gentil et tout, et par rapport aux géants, aux forts oppresseurs, mais aussi l'idée de dire finalement que le peuple oppressé est victime. Absolument. Donc tous ces référents ont servi au sionisme de s'irriguer, de se régénérer. Et j'ajouterai juste un moment qui est très important, c'est de commercialiser l'idée dans le récit, dans la narration, d'une démocratie israélienne, la seule démocratie au Moyen-Orient, où les élections constituent ce qu'on appelle le signe d'une modernité politique israélienne, où l'arbitrage, contrairement aux autres pays arabes qu'on dépeint dans les manuels... Contrairement à la Palestine, alors que la Palestine est un pays totalement et complètement démocratique. Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, pour se légitimer, il n'y a pas uniquement la puissance de feu. Le terrorisme qui a été utilisé vers les années 30, puis les années 40, l'expropriation forcée des terres, l'exode
forcée de la population palestinienne, le refus que c'est pas ce qu'on appelle le refus du retour dans les accords de paix qui ont été signés. Mais d'un autre côté, il y a l'agir, mais aussi l'agir, si vous voulez, la symbolique, c'est la création de ce récit. Au niveau du discours politique, au niveau du discours médiatique, au niveau des manuels scolaires, au niveau de la littérature, au niveau du théâtre, au niveau de la culture et du cinéma, c'est de créer finalement ce citoyen victime, Toujours. oppressé, D'ailleurs, si vous permettez... pardon, juste un dernier mot, et qui doit, c'est-à-dire que sa venue sur cette terre n'est pas une invasion, n'est pas une colonisation, mais ce n'est qu'un juste retour de l'histoire. Voilà comment... Et vous faites bien de parler de cette influence médiatique et pour manipuler l'opinion publique. L'influence médiatique est aussi l'utilisation des recherches de l'université. Il y a un silence sur toutes les études critiques qui peuvent venir faire face, excusez-moi, pour faire face à ces mythes. Il est carrément impossible aujourd'hui, dans une université occidentale, de faire une étude sérieuse, critique de ces idées-là. Quant aux médias, excusez-moi, quant aux médias, notamment le cinéma et l'information, les news et le cinéma sont utilisés à outrance, justement pour justifier cette vision-là. Alors, le pire maintenant. Je vais me taire, je ne vais pas parler beaucoup, mais j'ai envie quand même de placer ces deux exemples. Donc, les news, lorsque le peuple israélien ou Israël n'attaque jamais. Ils n'attaquent pas, ils ne sont pas violents. Ils ne font toujours que réagir. D'ailleurs, même la terminologie dans les news, c'est réagir, par exemple, aux petites roquettes, je dirais, mhirqa du Hezbollah. Donc, ils ne font que réagir. Mais aussi, je vais donner un exemple, moi personnellement, qui m'a outré. Ils ont réagi 4 ans après l'assassinat d'un Palestinien par un jeune orthodoxe israélien en 2014. C'était un assassinat horrible. Et ils ont fini par réaliser une série qui justifie l'assassinat de cet enfant par un groupe de jeunes orthodoxes qui ne dépassent pas la vingtaine et qui affirme et souligne que si ça s'est fait, c'est par réaction. Ça ne s'est pas fait, il n'y avait pas de volonté en fait de ces Israéliens, pas de la légitime défense. Ils ne pouvaient pas aller jusque-là, mais ça reste, c'est du réactionnisme. Ce n'était pas voulu. Et il monte à travers le cinéma que ces jeunes assassins, parce que ce sont des assassins et ce sont des terroristes, ils leur donnent une image angélique. Une justification. Voilà, une justification. Le pire dans tout ça, c'est qu'actuellement, il y a même des lois qui ont été promulguées et votées par des assemblées, stipulant que quiconque, par exemple, remet en cause la Shoah, ou pire encore, critique Israël, s'expose à des... Tout à fait. Même actuellement, Israël est confondu avec le judaïsme. Lorsqu'on critique Israël, c'est comme si on critique le judaïsme. On est taxé d'antisémite. Tout à fait. Voilà. Jacques Chirac, il a compris ça, parce que Sarkozy voulait faire de la Shoah un élément épistémologique dans l'école française. Et ben, il a eu son coup de gueule. Il a dit on n'écrit pas l'histoire avec la loi. Voilà. L'histoire, c'est autre chose. Dernier mot. Un dernier mot, juste pour apporter de l'eau au moulin de ce qui a été dit par Dr Boujoun et le professeur Ben Mekki, l'importance de la rhétorique, c'est-à-dire le répertoire discursif. 2 éléments qui retiennent l'attention, si vous permettez. Le premier, c'est de faire ce qu'on appelle le glissement sémantique, de dire finalement le conflit n'est pas un conflit arabo-israélien, mais un conflit palestino-israélien. Deuxième élément, cette évolution sémantique qui vient en renfort à ce processus de légitimation d'une idéologie raciste, expansionniste et terroriste, c'est de dire finalement, c'est des Gazaouis, la distinction entre Gaza et les Palestiniens.
ce qui s'est passé en 2008, le massacre de Gaza en 2008 puis en 2014, dans les médias internationaux, et ça c'est très significatif, dans la construction médiatique de ce qu'on appelle d'un génocide, plutôt la légitimation médiatique d'un génocide, de dire finalement, ce n'est pas des Palestiniens qui ont été bombardés, c'est des Gazaouis. C'est des Gazaouis qui ont voté pour le Hamas. Or que les gens de Gaza, c'est des Palestiniens. Bien et sûr. parmi les Palestiniens, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Donc il est très important de faire, c'est des subtilités qui sont très importantes, c'est des détails, mais on dit généralement le diable est dans le détail. Absolument. Donc la construction, si vous voulez, discursive, médiatique, la légitimation politique, qui s'appuie sur ces deux paramètres, s'appuie aussi sur une rhétorique discursive, sur un glissement sémantique qui est très dangereux et très pernicieux. Très bien. Merci à vous trois d'avoir assisté à cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.